C'est avec un instrument de ce type-là, donc ce qu'on appelle une lunette méridienne, qu'on pouvait mesurer le temps le plus précisément. Donc là, on est dans un bâtiment qui est construit autour de l'instrument. C'est un bâtiment qui est méridien, c'est-à-dire qu'il est orienté dans le sens nord-sud. Et on a un instrument qui ne peut bouger que dans le plan nord-sud. Donc le principe, c'est très simple. C'est qu'on connaît la position d'une étoile de référence, par exemple. Il y avait une 50aine d'étoiles de référence. Et on sait que comme elle a telle position dans le ciel, un peu comme les latitudes et longitudes sur Terre, pour les points géographiques, on va savoir qu'elle va passer au méridien exactement à telle heure. Alors on commençait par caler grossièrement la lunette, pincer ensuite, et ensuite on avait encore 2-3 minutes, et l'étoile allait arriver. Alors on réglait comme ça, et on observait. C'est la méthode de l'œil et de l'oreille, c'est-à-dire qu'on a le tic-tac de l'horloge qui est ici, qui va nous donner l'heure, et puis l'astronome qui est là, il va attendre que l'étoile passe juste au centre du champ, c'est-à-dire dans une petite croix qui est au centre du champ, et il va entendre tic-tac, et il va essayer d'extrapoler le dixième de seconde entre le tic et le tac. Donc il va dire, j'ai vu l'étoile passer à 22h, 48 minutes, 26 secondes et 4 dixièmes, alors que normalement, elle aurait dû passer à 22h, 46 minutes, 28 secondes et 7 dixièmes, par exemple. Donc il en déduit que son horloge secondaire a un retard de 3 dixièmes de seconde par rapport à l'horloge de référence, qui est la rotation de la Terre. On va aller voir les fondations de la lunette. Et vous allez voir que pour avoir la précision qui est souhaitée, nos anciens n'ont pas lésiné sur la qualité de la maçonnerie. Voilà donc le pilier qui sert de fondation de la lunette. Vous voyez que le pilier de la lunette est indépendant des fondations du bâtiment et que non seulement il est indépendant, mais il y a un puits tout autour pour éviter que les vibrations que pourrait générer le bâtiment ne se transmettent à l'instrument. Il n'y a pas que l'instrument qui est sur quelque chose de très stable, sur des fondations très stables. Vous voyez qu'il y a une petite excroissance qui est là aussi. Et cette excroissance qui est là, juste au-dessus, on voit l'horloge. Parce que l'horloge aussi ne doit pas être soumise à des vibrations, parce que si elle est soumise à des vibrations, elle va avancer ou retarder, enfin, ça va perturber son fonctionnement. Donc ici, on est dans les bas-fonds de l'observatoire, on est dans une sorte de cave qui est à 5 mètres sous terre. Et là, on a des horloges qui étaient ce qui se faisait de mieux du point de vue de la précision des horloges mécaniques, qu'on peut atteindre avec des horloges mécaniques. Ce sont des horloges à pression constante. Donc d'une part, on a une température qui est très très stable, qui est aux alentours de 12 degrés. Et puis d'autre part, elles sont aussi dans une cloche en verre qui est ici, qui les protège des variations de la pression, des variations de l'humidité, etc., qui pourraient faire se dilater plus ou moins le balancier et donc faire varier la période avec laquelle elles oscillent. Et en plus, un mécanisme qui est extrêmement rudimentaire, de façon à ne pas entraîner tout un système d'horlogerie complexe. Il y en a juste une aiguille qui sert à fixer les secondes. Donc du coup, on a quelque chose qui est très peu perturbé, ni par les conditions extérieures, ni par le mécanisme, et on arrivait à avoir des exactitudes de l'ordre du centième de seconde par jour, quelques centièmes de seconde par jour, ce qui fait que c'est le meilleur qu'on a jamais pu obtenir avec des horloges mécaniques.